Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire avec AutoInfo. Le sujet aujourd'hui, faire parler les données, c'est évidemment le nouvel enjeu de la distribution automobile. Et pour animer ce webinaire, je reçois Christophe Laït, directeur général de Selectup. Bonjour Christophe. Bonjour Christophe. Alors aujourd'hui, on est en pleine crise sanitaire Covid, on l'a compris encore hier soir un peu plus. Cette crise sanitaire agit sur la distribution automobile comme l'ensemble des autres changements au niveau de l'électrification, des nouvelles mobilités, enfin beaucoup de choses qui vont transformer la distribution automobile. On a titré « Faire parler les données ». Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, faire parler les données, et en quoi ces bouleversements interviennent dans la donnée? D'abord, on peut dire, Christophe, que ce n'est pas la première fois que la profession automobile, la distribution fait face à des crises, à des mutations importantes. Et aujourd'hui, il y a quand même une différence fondamentale. Je pense qu'il ne faut pas banaliser. 2020, c'était la société de l'Internet qui a amené des changements, et on l'a vu notamment dans la relation avec le client. Mais pour autant, le modèle économique de la distribution automobile n'a pas changé. 2020-2030, les 10 ans à venir, c'est une mutation qui va être industrielle. Et il y a tout à penser que le modèle de distribution va être durablement impacté. Donc la data servira, je pense, de socle pour effectivement permettre au groupe de distribution de développer de nouvelles stratégies par rapport à ce qui se présente aujourd'hui. Alors Christophe, tu n'en as pas dit assez. Là. De quelle stratégie parles-tu exactement? Éclaire-moi, éclaire-nous. Tous les internautes connectés ont besoin de comprendre le lien que tu fais aujourd'hui. Bon, nous sommes tous des anciens de la profession. On a un regard, on essaye d'avoir un regard éclairé, mais justement, les stratégies de développement des groupes de distribution automobile ces 20 dernières années, elles ont été essentiellement guidées par le marché. Dans des stratégies de maillage géographique, des stratégies constructeurs, des stratégies digitales également, de qualité de service, mais au vu de ce qui est annoncé, s'appuyer uniquement sur le marché, sans tenir compte de son potentiel client, est risqué. C'est pour ça que je pense que les groupes de distribution vont devoir intégrer dans leur stratégie de développement une dimension interne au groupe, notamment celle de ce que j'appelle la culture du savoir et de la connaissance client, avec une vision très très fine de son potentiel client. Alors depuis une dizaine d'années, tu sais, on fait tous les deux des événements, des webinaires comme celui-ci sur les distributeurs et leurs données. Ils les ont dans leur DMS, ils les ont dans leur CRM, ils ont des services marketing. Tu me diras s'ils sont performants ou pas. De quel savoir, de quelle connaissance ne dispose-t-il pas aujourd'hui pour gérer ces données? Christophe, il ne faut pas se tromper de débat. Les directions marketing sont là pour accompagner une stratégie. Elles ne sont pas là pour faire la stratégie. C'est à la direction de définir la stratégie de son groupe. J'ai eu l'occasion ces derniers mois, enfin même ça fait plus d'un an, de discuter de ces sujets-là avec directement des patrons de groupes de distribution. Ils m'ont tous dit la même chose. Christophe, je navigue à vue. Je ne connais pas mes clients. Je ne sais pas où sont mes clients, où sont et qui sont mes clients actifs. Alors je mets beaucoup de moyens et je donne beaucoup de moyens dans le marketing, notamment des moyens digitaux ces dernières années. Mais aujourd'hui, la problématique que nous avons, et je ferai du reste, un parallèle avec le coronavirus, tiens, puisque tu en parlais tout à l'heure. On est obligé d'en parler, on vit avec. Voilà, mais quand on parle du coronavirus, que nos pouvoirs publics naviguent à vue, ça s'entend, ça se comprend, même si c'est discuté et discutable, parce qu'on ne connaît pas ce virus. Mais concernant la connaissance client, aujourd'hui, ce n'est plus acceptable. Nous savons, avec méthode, outils et savoir-faire, développer la connaissance client dont les clients et les groupes de distribution ont besoin pour développer leur stratégie. Par contre, il y a une dimension que les entreprises aujourd'hui n'ont pas
donné et n'ont pas pris la mesure, c'est que pour faire parler ces données, ne serait-ce que pour fidéliser ses clients, tout le monde sait qu'un client reconnu est un client reconnaissant. Donc, développer en définitive cette connaissance client nécessite de vraiment scruter la base de données et faire parler pour ressortir justement ce qui est quand même le capital et le fonds de commerce des entreprises. Alors, même si je sais, la base de données multimarque, la base de données unique, tout ça, ce sont des concepts marketing que tu n'aimes pas trop. Pourquoi est-ce si compliqué? Où se situe le problème pour un groupe de distribution par rapport à l'ensemble de ces bases Alors, ça fait 20 ans que je suis dans la profession, c'est pas que je ne les aime pas, mais je pense qu'on est aujourd'hui dans une situation où il faut sortir des concepts pour des concepts et revenir sur des éléments qui sont des fondamentaux quelque part. J'ai eu l'occasion dernièrement de travailler avec un groupe de distribution que nous avons approché pour justement, parce que c'était le souci du patron, d'avoir une lecture éclairée de ses clients actifs. C'était vraiment son problème. Il voulait savoir quels étaient ses clients actifs par rapport à toute la data qu'il a dans son entreprise. Donc c'est un groupe, mais comme beaucoup de groupes, qui est équipé avec plusieurs DMS, enfin précisément il en avait deux, enfin il en a deux, il a plusieurs outils de CRM, des outils constructeurs, son CRM interne, il a également tout un tas d'applications tierces, et donc nous avons eu une démarche qui a consisté d'abord d'aller capter toutes les données de tout son système d'information, et quand on a récupéré toutes ces données, nous avions précisément 320 000 fiches clients. 320 000 clients. 320 000 clients que l'on a récupérés. Au-delà du fait qu'il y a des doublons à n'en plus finir, ces fiches-là, il fallait justement les agréger, les dédoublonner, les dédupliquer. De 320 000 fiches, enfin un peu plus de 320 000, on est tombé à un peu plus de 180 000 fiches uniques. Un premier nettoyage. Donc on a fait un premier nettoyage, 320 000 fiches uniques. Et puis à partir de cette base de données, où on savait qu'on avait donc un peu plus de 180 000 fiches uniques, l'enjeu était, c'était l'objectif, d'aller là-dedans regarder mais quels sont mes clients actifs. Alors c'est quoi un client actif? C'est un client déménage, du reste le taux de déménager en France il est de 12%. Donc, ce qui signifie que si on prend un fichier client et que l'on ne le travaille pas pendant, enfin, on ne le travaille pas pendant 3 ans, on est à peu près sûr qu'il y a un tiers de la base de données où les clients ont déménagé. Si je suis concessionnaire en Bretagne, eh bien, il y a des clients qui habitent Bordeaux, qui habitent Strasbourg, qui ont déménagé. Cependant, on l'a toujours dans les bases de données. Un client également change de véhicule, et quand il change de véhicule, il ne change pas forcément de véhicule dans le groupe, ou enfin dans la concession, dans le groupe en question. Et donc, une fois que nous avons retravaillé toute cette data pour savoir réellement quels étaient les clients actifs, on est tombé dans ce groupe-là précisément avec 58 000 clients, enfin un peu plus également 58 000 clients. On a un groupe où on a 320 000 data, et on tombe en 58 000. Alors ça vient de quoi? Ça vient d'une chose qu'on fait tous depuis maintenant 20 ans, c'est-à-dire que chaque fois qu'une entreprise change son système d'information, son informatique, la première des choses qu'elle fait, c'est de récupérer les données de son ancien système. Données qui elles-mêmes étaient récupérées de l'ancien système. Donc on se retrouve avec énormément de data. De couches. Mais là-dedans, même quand on les a nettoyés, on les a dédupliqués, ce qui est important, c'est de savoir quels sont mes clients actifs, parce que c'est là où est mon potentiel, c'est là où est mon capital, et c'est là-dessus que l'entreprise doit travailler. Mais le fait de ne pas être dans ce temps-là et de ne pas avoir, je dirais, développé cette connaissance client, ça amène on travaille sur de la donnée malade, oui. Mais ce que l'on ne se rend pas compte insidieusement, c'est que l'on met toute l'entreprise et tous les collaborateurs de l'entreprise, on les met dans une situation d'empêchement. Ils font des choses, ils font plein de choses, mais sur une donnée malade. Alors, ils n'y sont pour rien, c'est pour ça que quand je dis ça, je mesure mes propos. Notre objectif est justement d'amener cette visibilité pour éclairer les directions
qui pourront, à partir de ce moment-là, redéfinir leur stratégie. J'ai un exemple juste à l'écran, peut-être comme ça va permettre... Allons-y. De... Et je rappelle d'ailleurs aux internautes connectés, vous êtes nombreux, vous pouvez poser vos questions. Et j'aurai une première question pour toi d'ailleurs. Comment faites-vous pour nettoyer et combien de temps ça prend? Tu répondras après. Alors je répondrai après, juste le résultat. Alors c'est vraiment, les données sont totalement fictives, c'est juste pour faire comprendre l'esprit. J'ai mis 3 slides. Le but c'est de donner donc, ce que l'on appelle une data visualisation, donc au niveau des directions qui vont pouvoir, sur une base de données que l'on a nettoyée, où là on va voir précisément combien j'ai de clients. De 300 000 clients, c'est ça? Là, sur 300 000 clients qui sont actifs, donc, puisque là je suis sur le statut, on le voit en haut à l'écran. Donc si je regarde ma base de données clients actifs, donc je vois que j'en ai 198 000 qui sont sur l'activité VNVO et j'en ai 163 sur l'activité après-vente. Il y a une zone de recouvrement parce que les clients sont consommateurs aussi bien de l'après-vente mais également des véhicules. Ce qui me permet derrière d'analyser, une fois que j'ai cette base de données, enfin ces informations, de savoir précisément combien j'ai de clients en VN, combien j'ai de clients en VO, mais également en le descendant, combien j'ai de clients particuliers, combien j'ai de clients professionnels, et avec derrière le nombre de véhicules associés, puisqu'on sait très bien que, on le voit sur les professionnels dans l'exemple, pour 38 000 fiches clients, je vais avoir 70 000 véhicules à entretenir, alors que pour 160 000 particuliers, j'ai que 170 000 véhicules. Donc on a une analyse comme ça, qui est une vision, ce qu'on appelle l'analyse générale, mais toujours à titre d'exemple, je vais pouvoir, à partir de ce moment-là, géolocaliser par rapport à une concession. Là, je regarde au niveau du groupe, mais je pourrais le regarder sur un point de vente plus précisément ou une société. On va pouvoir géolocaliser en définitive sa clientèle par rapport à sa zone de chalandise et savoir. C'est un groupe breton. C'est effectivement un beau breton. Mais il y a des groupes qui sont des très beaux bretons. Et donc tu vas géolocaliser, tu me disais. On va géolocaliser, je reviens en arrière. Et donc la data visualisation va permettre également aux directions de dire ça c'est un élément que j'ai envie de suivre. Et donc à partir de ce moment-là, il va pouvoir se mettre des alertes où ça va lui permettre de pouvoir suivre quelle est l'évolution d'un point qu'il a mis en alerte et dont il a demandé à la direction marketing de mener des opérations et qu'il va pouvoir suivre dans le temps. D'accord. Le dernier que je voulais montrer, parce que c'est symptomatique de ce que les patrons m'ont dit quand ils me disent « Christophe, je navigue à vue ». Ce que tout patron d'entreprise a besoin, mais y compris moi-même, on a besoin de savoir combien on a de clients. Mais surtout, et notamment dans l'automobile, on a besoin de savoir combien on en a gagné l'an dernier, par exemple, ou ces 6 derniers mois, et à l'inverse, combien on en a perdu. Donc, on a dans la data visualisation mis ce que l'on appelle la circulation des clients, et où on voit très bien qu'en définitive, les clients qui sont maintenus, ils sont au milieu, c'est 26 000. Mais je suis parti en début d'année, l'année N-1, avec 36 000 clients, et je vois que j'en ai perdu parce qu'ils ont changé de véhicule. C'est-à-dire qu'ils sont allés, ils ont revendu leur véhicule en dehors, en passant par le Bon Coin où ils veulent, mais ce n'est pas un véhicule qu'ils ont racheté dans la concession. Donc il y a eu un changement de véhicule, chose que je sais grâce au SIV. Il y en a d'autres qui ont déménagé dont la concession ne le sait pas. Et ça, je le sais grâce au fait que je sois connecté au référentiel de la Poste. Il y a des clients également qui sont perdus parce que ça fait 36 mois que je ne les ai pas vus dans la concession où il y avait un financement et ainsi de suite. Bon, je vois quels sont mes clients perdus et à l'inverse, je vois sur l'exemple que je donne en un an combien j'en ai gagné de nouveaux clients. Alors soit je les ai gagnés parce que c'est des clients que je ne connaissais pas, soit ce sont des clients qui ont été réactivés par le marketing ou alors des clients qui ne consommaient que de la prévente et qui maintenant ont acheté un véhicule. Et dans l'exemple, ça me permet de voir que dans l'année, sur l'année N-1, par rapport à l'année N-1, j'ai gagné 2000 clients. Entre ce que j'ai perdu et ce que j'ai quand même gagné 2000 clients. Mais là, on a à l'écran le fonds de commerce de l'entreprise. Et les 10 000 en rouge, là, sur l'écran, donc ils sont perdus.
ou pas utiles pour la démarche actuelle? Ils sont perdus. Donc la question que tu posais, comment on fait? Comment nettoies-tu et combien de temps ça prend pour la base dont tu parlais tout à l'heure? Bon, déjà, ce qu'il faut bien noter, c'est que ça fait 3 ans que Selectup travaille là-dessus. Aristote disait, philosophe grec, il disait démarrer dans la vie, c'est 50% de l'objectif. Bon, moi, le jour où j'ai démarré ce projet-là, parce que ça fait longtemps que j'ai dans la tête, j'étais content parce que je me suis dit, le fait de le démarrer, de l'impulser au niveau de l'entreprise, c'est bon, j'ai démarré, j'ai déjà 50%, ce que je ne savais pas. Et c'était Aristote, les 50% qui restaient? Non, c'était le temps, le facteur temps. Pour être totalement transparent, je me suis planté à 2-3 reprises. On est reparti à zéro, parce que la méthode ne marchait pas. Il a fallu que l'on développe des partenariats solides avec des leaders mondiaux dans ce que l'on appelle le big data pour avoir déjà la capacité à aller capter toute la donnée des différents outils utilisés dans la concession, ces outils étant les DMS, les CRM, y compris Salesforce, le CRM du constructeur, avec des fonctions token qu'ils appellent, enfin bon. C'est une entreprise qui est mondialement connue, plus de 2000 personnes, une entreprise d'origine israélienne qui s'appelle précisément Magic Software, qui a ce savoir-faire pour effectivement aspirer les données. Ils appellent ça un bus de données. Donc c'est des nouvelles techniques, ils aspirent les données. Une fois que j'ai aspiré les données... N'importe quelle base multimarque d'un constructeur? N'importe quel outil, même des outils qu'on ne connaît pas. Donc c'est des techniques qui... voilà, on capte toute la data. Donc tu aspires tout. On aspire tout. Et ensuite, après, ces données-là, on les passe par des référentiels. Donc il y en a 12. Mais je vais parler des 2 principaux pour éclairer nos éditeurs et ne pas faire compliqué. Puis moi-même, je ne suis pas technique, donc je ne vais pas faire compliqué. Les 2 principaux, c'est quoi? Un, la Poste française. Donc on est connecté en temps réel à la Poste française, c'est-à-dire que chaque fois que je prends une donnée, elle est immédiatement mappée avec la Poste française pour faire en sorte que l'adresse postale soit restructurée. Donc c'est un premier croisement. Donc ce qui va me permettre à partir de ce moment-là de faire du dédoublonnage et de la déduplication. Et je suis connecté en 2e référentiel parmi les 12, mais le 2e qui est également, je suis connecté au SIV, au fichier des immatriculations. Donc chaque fois qu'il y a un changement au niveau de la préfecture de propriétaire, à partir de ce moment-là, je mappe avec la base de données pour informer le distributeur que ce véhicule-là qu'il a vendu il y a 18 mois, eh bien, il y a eu un changement de propriétaire, donc son client est devenu inactif, puisque si le client a changé de véhicule, ça sous-entend qu'il en a acheté un autre. Et donc, c'est ce nettoyage-là et cette technique-là qui nous permet, à partir de ce moment-là, d'amener une donnée qui est de qualité. Combien de temps? C'est complètement automatisé, c'est-à-dire que nous avons monté en 3 ans une plateforme. C'est une plateforme donc, qui est dans le web et qui effectivement fait ce travail tous les jours pour effectivement avoir en permanence que le groupe de distribution est par devers lui sa base de données client maintenue sur lequel on va pouvoir laisser maintenant les opérationnels et donc à tout niveau travailler. Et qui puissent être sur une donnée réellement active. C'est quelque chose qu'il faut faire régulièrement au bout du compte? La plateforme, elle est automatique, donc ça se fait en permanence, constamment. Ça se fait chaque fois qu'il y a une transaction, chaque fois qu'il y a quelque chose qui bouge, parce que c'est ça l'énorme avantage. C'est même pas un traitement où ça se fait le soir et ainsi de suite. C'est complètement en permanence. J'avais mis la barre haute et c'est pour ça qu'au début ça n'a pas marché parce que nous n'en avions pas toutes les compétences et puis le marché n'était pas encore suffisamment mûr. Si dans le big data pour des très très grosses entreprises internationales, mais c'était pas descendu au niveau de la PMI, PME. Aujourd'hui nous avons beaucoup investi parce que ça a été des investissements énormes et nous mettons l'accent là-dessus parce que c'est devenu, comme on se le disait, un enjeu prioritaire pour la distribution et notamment pour les directions.
Les données qui sont rejetées, là, celles qu'on a en rouge sur l'écran, tu conseilles de les jeter, de les écarter, ou est-ce que c'est des données qui peuvent être éventuellement réactivées, retravaillées? Complètement, c'est-à-dire qu'en définitive, dans le statut, là, comme on le voit à l'écran, donc je peux prendre les données de mes clients actifs ou alors les données de mes clients inactifs. Oui. Et l'objectif étant que pour les données de clients inactifs, alors le marketing puisse justement réactiver ces données. C'est pour ça qu'on voit qu'il y en a dans l'exemple là 3000 clients en vert qui ont été réactivés. Alors naturellement, tous les clients qui habitaient dans la région de la Bretagne et qui sont allés à Strasbourg, dans l'exemple que je prenais tout à l'heure, le marketing ne va pas chercher à réactiver un client qui a déménagé, qui est allé à Strasbourg ou à Bordeaux. Mais tous les clients qui ont acheté un véhicule, ça fait 24 mois ou 36 mois que l'on ne les a pas vus dans la concession. L'objectif du marketing, c'est justement de travailler ces données-là. Mais de les travailler en ayant l'information, c'est-à-dire quand on sait ces clients-là, est-ce que ce sont des hommes, est-ce que ce sont des femmes, est-ce que c'est un foyer, puisqu'on gère également maintenant la notion de foyer, c'est-à-dire que monsieur a un véhicule, madame a un véhicule dans le groupe, peut-être pas la même marque, mais il y a même un des enfants qui a un véhicule, donc on travaille la notion de foyer pour amener cette information au niveau de tous les collaborateurs de l'entreprise. Et là où nous allons innover, c'est au-delà du fond que je suis en train d'expliquer, c'est que nous allons donner la possibilité à ce que tous les collaborateurs de l'entreprise puissent avoir cette information. Je parlais tout à l'heure de la culture du savoir et de la connaissance. Aujourd'hui, on est tous pris dans l'action et tout doit aller très très vite. On est constamment en train d'agir, mais on ne sait pas des fois pourquoi on agit. Bon. Et là, l'important, c'est que même un conseiller service, il sait qu'il reçoit son client, il est devant son DMS, lui, son quotidien, c'est d'utiliser son DMS. Ce que nous avons mis en œuvre, que l'on a et qui fonctionne merveilleusement bien, c'est que le conseiller service pourra partir à partir d'une tablette ou de son smartphone et par la voix, sans aucune informatique autre que son smartphone ou la tablette, mais par la voix qu'il puisse dire « montre-moi la fiche de Christophe Laït » et qu'on lui amène une data visualisation pour son métier, où on ne va lui parler que de ce qui l'intéresse, savoir, je reçois monsieur, il en est à son 3e véhicule acheté chez moi, donc c'est un client fidèle, il ne le savait pas. Qui a également madame qui a un véhicule dans le groupe, qui possède un véhicule, que la dernière fois qu'il est venu à l'atelier, donc on lui amène une data visualisation de l'information pertinente par rapport à son métier. Mais à l'inverse, si c'est quelqu'un au niveau de la satisfaction qui gère la qualité de service, on va amener d'autres informations qui sont liées au métier en définitive du collaborateur. Donc le but de construire de faire parler les données et d'amener une donnée de qualité, ça servira aux directions pour éclairer les stratégies, mais ça servira également à tous les collaborateurs dans le quotidien pour être beaucoup plus pertinents et proactifs dans la démarche. C'est une solution interne. Parce qu'il y a aujourd'hui 2 types de solutions. L'externalisation, où tout est géré pour le groupe. Là, à partir de ce référentiel, c'est une solution interne qui est proposée au bout du compte, c'est ça? C'est une solution interne qui est pour le groupe. On est en train là, de toucher un point sensible, c'est le fonds de commerce des entreprises, des groupes de distribution. Oui, c'est la valeur ajoutée. C'est la valeur aujourd'hui, il va falloir aller la chercher dans la data, il va falloir en définitive développer des stratégies à partir de là. Ça va remettre en cause beaucoup de choses. Nous, notre propos n'est pas d'aller dire ce que l'on va faire de cette information-là. Donc après, on va laisser le soin au groupe de distribution de choisir tous leurs outils pour faire ce que l'on appelle du marketing automation et ainsi de suite. Donc on ne va rien imposer. Nous allons juste nous contenter d'aller créer en définitive ce référentiel avec une vision précise des clients, mais pas que, parce qu'on le voit à l'écran, il y a aussi les véhicules, c'est-à-dire j'amène de l'information sur les véhicules, une information très importante au niveau des véhicules. Je ne l'ai pas mis à l'écran parce que le but n'est pas de faire une démonstration, mais on est capable aujourd'hui, en standard,
d'amener au groupe de distribution quelle est en définitive sa part de marché dans sa zone de chalandise par rapport au marché. Comme grâce au SIV, je sais précisément, je prends un exemple, il y a une progression, notamment actuellement, une progression relativement forte sur le véhicule d'occasion. Donc on peut avoir un patron de VO qui est content parce qu'il a une progression de 8% sur sa zone de chalandise. Grâce au SIV, on va lui dire que oui, effectivement, il y a une progression de 8%, il peut être content, mais que la progression du marché, elle n'est pas de 8% actuellement, elle est de 12%. Donc il a encore une marge de progression possible. Donc on est connecté au SIV qui donne une vision marché et que l'on compare avec la donnée de l'entreprise qui lui permet à partir de ce moment-là de réactiver d'autres actions marketing. Tu m'as parlé d'un référentiel bâti autour de 12 sources, hein, c'est ça? Oui. Tu m'en as cité 2, donc la Poste et le SIV, j'ai bien compris. Les autres sont des sources qu'on... Ce sont des sources, je prends des exemples, c'est-à-dire que quand je prends un numéro de téléphone, on est à un standard là aussi, les techniques, c'est l'état de l'art le permet, d'avoir au niveau des référentiels, on sait si le numéro de téléphone existe ou pas. Est-ce que le téléphone, on ne sait pas qui y a derrière ce téléphone de par la protection des données, mais au moins je sais si ce numéro de téléphone existe, c'est-à-dire que concrètement, on est connecté à tous les opérateurs de téléphonie mondiaux. Donc dès que je prends un téléphone, je sais si effectivement il y a un abonné derrière. Je prends un autre exemple concernant les mails. Je sais dire si le mail est également valide. Donc on est connecté à des FAI, enfin des acteurs de fournisseurs de mails. Alors là, c'est pas toujours. Il y en a où c'est temps réel, d'autres c'est pas toujours temps réel. Il y a un temps de latence. Ça dépend des opérateurs. C'est pas comme pour le téléphone. Mais on est capable de dire est-ce que ce mail, derrière ce mail, il y a réellement une personne ou alors ça a été une erreur de saisie. On est connecté également au ministère des Finances pour déterminer ce que l'on appelle le carreau. Le carreau, j'ai beaucoup appris là-dedans, c'est savoir sur un rayon de 200 mètres la population, savoir si c'est du CSP+. Donc, mais ça vient du ministère et on est capable de dire en définitive, sur un rayon de 200 mètres, on est capable de dire voilà quel est, pour les gens qui habitent sur ces 200 mètres-là, quel est le revenu moyen fiscal. Il y a en moyenne tant d'enfants, c'est marié, enfin bon, c'est des informations. Bon, on en a comme ça une douzaine, mais je pense que le plus important, c'était la Poste, parce que sans ça, on ne peut pas dédoublonner, dédupliquer. Et restructurer. Et on peut aller loin dans le nettoyage de ce référentiel. Je vais donner un exemple. Il y a 5 ans, avant de se rencontrer et mettre en place les Leads Awards, avec une étude que tu réalises désormais, j'avais fait personnellement au niveau de la rédac une étude mystère sur les constructeurs et les distributeurs au niveau des leads. Et encore aujourd'hui, je reçois des relances pour acheter une voiture chez plusieurs constructeurs via des distributeurs. Systématiquement, depuis 5 ans, je réponds que c'est une erreur, que je ne suis pas la bonne personne, et apparemment, ça ne remonte pas. Comment tu peux expliquer que dans un fichier, voilà, moi je suis un faux client, je suis un candidat mystère pour cette étude il y a 5 ans. Comment tu peux expliquer que ce problème perdure dans les fichiers? Est-ce que tu as une méthode pour éliminer ce genre de fausses demandes, quoi, comme la mienne? Moi, je pense sincèrement qu'au-delà de la méthode, c'est culturel. Nous sommes tous des terriens et donc on a un esprit conservateur. Et donc, dès que l'on a pris une information, il faut absolument que l'on la conserve. Et si effectivement on détruit cette information-là, on a l'impression qu'on nous a enlevé quelque chose que l'on a acquis. Je n'osais pas te poser cette question. C'est la peur de jeter? Oui, complètement, mais c'est humain, hein, c'est entendable, c'est humain, nous sommes des terriens, nous sommes tous des fils de paysans, y compris moi-même, et donc voilà, c'est là, dans le digital, avec la data, il faut savoir jeter, parce que, soyons clairs, on a parlé pendant, je ne sais plus le sujet aujourd'hui, mais pendant 3 ans, on a parlé du lead management. Et quand je reçois une information qui arrive d'un site internet, d'un bon coin ou peu importe, j'ai quoi? J'ai un nom, un prénom et une adresse mail.
puis je vais mener ma relation et in fine je ne ferai pas d'offre. Qu'est-ce que je vais faire de cette information-là? J'en fais rien, même là c'est jeté. Il faut accepter de jeter ce qui n'a pas de valeur, ça n'a pas de valeur. Ça c'est pas facile. Non, mais je dirais c'est une démarche intellectuelle à faire et c'est là où j'aurais peut-être un problème pour le faire accepter, mais bon, hein, j'ai en face de moi des dirigeants et des directions marketing et ainsi de suite qui comprennent très bien ce problème-là. Il faut savoir aller à l'essentiel et justement travailler sa base de données client. Je le disais tout à l'heure, quitte à me répéter, mais fidéliser le client. Ça a été des mots, on a utilisé ce mot-là, mais quand je ne sais pas qui sont et où sont mes clients, donc j'essaye de fidéliser tout le monde, mais je ne suis pas précis focalisé sur mes clients. J'ai une question d'un internaute liée à ça, mais avant, qui peut prendre la décision de jeter des choses dans une base de données? C'est compliqué. Nous, on met des règles avec la direction. Hein. Donc, on met des règles simples, hein, de bon sens. Un client qui a déménagé, il n'habite plus dans votre zone de chalandise. Comme je disais, il a fait 400 km, il n'est plus dans votre zone de chalandise. Qu'est-ce qu'on fait? On le garde ou on le sort? On le sort. Un client qui a changé de véhicule parce que j'ai vendu, je prends un exemple, je suis concessionnaire Nissan, j'ai vendu une Nissan il y a 24 mois à mon client, dans ma base de données, je pense qu'il est toujours client. Or, je sais par le SIV que cette Nissan qu'il a vendue a changé de propriétaire. Dans ma base de données, je n'ai pas l'information. Ben, il est évident que je ne vais pas jeter la fiche client, mais d'un autre côté, je vais dissocier la Nissan de la fiche client. Et ce client-là, ben, il faut le travailler marketingement pour le réactiver. Et puis si à un moment donné, au bout de 12 mois, on s'aperçoit qu'il ne se passe toujours rien, parce que le client, on l'a vraiment perdu, il faut le jeter. La data, il ne faut pas la jeter pour la jeter. Ce n'est pas l'histoire de jeter. Il faut garder ce qui a de la valeur. Donc je crois que moi, je ne veux pas opposer ce que je garde et ce que je jette. Je dis tout simplement, focalisons-nous sur ce qui a de la valeur. Ce qui n'a pas de valeur, ça vient polluer, ça met ce que j'appelle l'entreprise dans une situation d'empêchement. Alors, Damien P. Va un peu dans ton sens et il demande si c'est vrai que beaucoup de marketeurs persistent à croire qu'une bonne base de données est une grande base de données. Non. Enfin, les marketeurs que je rencontre, notamment dans les groupes de distribution, non. Il y a une chose qui est très importante et dont peut se féliciter la distribution automobile. À la base, ce sont des vendeurs de voitures. Quand je vois aujourd'hui les groupes de distribution, comment ils se sont dotés de compétences, mais vraiment affûtés à un point où, avec un vrai savoir-faire. Donc il n'y a pas de problème par rapport à la compétence des personnes, il n'y a pas de problème par rapport à leur perception. Le problème, en définitive, des marketeurs, c'est quelque chose qui les dépasse, enfin qu'ils subissent, c'est que la donnée qu'ils ont en amont est une donnée sur laquelle ils n'ont pas la main parce que tous les éditeurs, quels que soient les éditeurs, ils ont fait en sorte surtout que l'on ne vienne pas capter et aspirer les données parce qu'ils voulaient rester propriétaires de la donnée que le distributeur pouvait exploiter. Les techniques, ça c'est le big data qu'il a amené aujourd'hui, font qu'on a besoin de rien demander à personne, on aspire, on prend et après on analyse. Parce que je ne t'ai pas posé la question tout à l'heure. Une fois qu'on a aspiré, on peut faire tourner ça sur n'importe quel logiciel? Complètement. C'est-à-dire la base de données, elle est... moi, la base de données, je l'ouvre. Oui. Je l'ouvre pour qu'à partir de ce moment-là, les directions marketing puissent exploiter cette data-là. Sur n'importe quelle solution. Avec ce qu'ils veulent. Okay. Donc, on fabrique des API. Alors, on ne les a pas toutes fabriquées parce qu'il faut fabriquer les API au fur et à mesure où il faut tenir compte de ce qu'attend l'autre en face. Mais ce qui est important, nous, on nettoie, on qualifie. On est allé très loin, c'est-à-dire j'ai un groupe de distribution automobile, je ne le citerai pas, il est dans la région de Chartres, peu importe, il a une vingtaine, en disant ça je le cite presque, ouais. il a une vingtaine, il a une vingtaine de points de vente et nous sommes en capacité, après avoir aspiré toutes ces données, de façon complètement automatique, nous savons qui a changé, qui a fait une révision,
qui a, sur 11 thèmes ateliers, qui a fait une révision, qui a changé ses balais d'essuie-glace, quels sont les clients qui ont changé leur pneumatique, leur révision de climatique, et ainsi de suite, et uniquement, sans aucune recodification, uniquement par de la lecture de données. Alors il y a dedans, il y a tout un tas d'algorithmes, mais simples que n'importe qui peut, de toute façon, si le cerveau humain peut le comprendre, à partir de ce moment-là, l'informatique n'a fait que le mettre en musique. Donc. Mais c'est des techniques très simples qui permettent de dire, qu'est-ce que c'est qu'une révision? Partout dans une facture atelier, je vois en même temps le mot filtre, filter, huile, oil, et ainsi de suite. Je vois des mots-clés. À partir de ce moment-là, eh bien, potentiellement, j'ai une chance que ce soit une révision. Les tests ont été faits pendant plus d'1 an, 99% de réussite. On sait que les pneus, dès que je trouve le mot pneu, le mot valve, on a un constructeur comme Suzuki, je le cite, le mot pneu n'est même pas écrit dans son tarif. D'accord. Donc il n'y a que les dimensions du pneu. On est passé par le mot valve pour détecter qu'en définitive c'était un pneu. Donc on met comme ça des algorithmes qui permet justement à partir de ce moment-là d'analyser les 11 thèmes ateliers sur la dimension après-vente, de pouvoir justement pour l'après-vente donner les moyens de travailler la data qui a été nettoyée, analysée. Nicolas B. a une question très précise. Quel est le ticket d'entrée pour un groupe avec la solution donc, que tu proposes, nettoyage, reformatage, etc. etc. Le ticket d'entrée, il est, comment dire... un certain montant. Ouais, non, il a un certain montant en définitive, mais c'est pas tellement là. Ce que nous, notre stratégie, oui. C'est d'aller, vu l'investissement qui a été fait, on va frapper vite, fort, et faire en sorte qu'en définitive ce soit une réussite. Ce n'est pas nous qui le dirons, que ce soit le marché qui le dise. Donc on va jouer sur le volume. En jouant sur le volume, on va baisser justement le ticket d'entrée. Après, j'avais une visio, puisqu'on fait ces présentations-là en visio, avec un groupe de distribution qui est principalement Renault. J'avais le PDG en face de moi, enfin en visio, avec tout son staff, et il me dit ça coûte quand même cher. J'ai dit au patron de la concession du groupe, je lui ai dit combien vous êtes prêt à mettre sur la table pour avoir cette connaissance-là, qui est la base de tout pour votre stratégie. C'est par an, pour connaître vos clients, vous êtes prêt à mettre 30 000 euros, 50 000 euros, 80 000 euros, 100 000 euros, 120 000 euros sur la table, combien vous êtes prêt à mettre? Parce que moi j'ai la réponse, moi pour mon entreprise SelectUp, c'est une petite société, on est 60 personnes. J'ai besoin également de ma connaissance client, notamment avec tous les mouvements. Donc j'ai fait également cet effort en interne. Bien, je sais combien j'ai mis 100 000 euros par an. Ma connaissance client à moi, pour être capable d'être pertinent, je sais que je mets 100 000 euros. Parce que si je n'ai pas ça, j'ai mes équipes commerciaux, j'ai 10 commerciaux qui travaillent sur des fiches qui sont ce que j'appelle malades, et in fine, je les mets en difficulté. Donc, l'argent n'est pas et ne sera pas le problème, parce que d'abord, ça fait 20 ans qu'on est dans la profession, donc on saura, je dirais, s'adapter. On monte un modèle économique qui est par nombre de points de vente, parce que ça ne sera pas lié donc aux utilisateurs. J'invite Nicolas B à te contacter directement. Oui. Voilà. On a beaucoup de questions, il nous reste 10 minutes, Christophe. RGPD, j'allais évidemment poser la question. Ahmed H dit... les concessions doivent obligatoirement supprimer les données des clients s'il n'a pas eu d'interaction avec eux pendant 2 ans. Il me semble que c'est vrai. Non, c'est pas vrai. Je ne dirais pas... en tout cas, il y a une règle RGPD qui oblige à supprimer les fichiers clients. Voilà, alors je dirais pour... Comment t'en sors-tu par rapport à ça? Bon, d'abord, pour repréciser ce que dit Ahmed, c'est d'abord la loi ne dit pas de façon précise tous les clients, tous les prospects que je n'ai pas travaillé depuis 2 ans, comme il dit, ou 3 ans, peu importe, il faut les supprimer. Ce n'est pas ça. C'est chaque entreprise qui définira. Il y a des entreprises qui ont mis 10 ans, oui. D'autres qui mettent 2 ans. Il suffit de demander l'accord, en fait. Non, en définitive, c'est toute la subtilité de notre législation. Dans le texte RGPD européen, la durée n'est pas écrite, c'est chacun en fait l'interprétation qu'il souhaite faire. Mais au-delà de ça, du temps, après, la donnée en tant que telle, elle n'est pas supprimée. Le distributeur ne doit pas l'utiliser dans des opérations marketing
s'il n'a pas eu le consentement en amont. Donc on ne détruit pas la donnée, elle est toujours là. Cependant, s'il n'a pas le consentement pour l'inviter à une opération porte ouverte, eh bien, il ne peut pas, de par la loi, l'appeler comme ça en lui passant un coup de téléphone. Donc il doit mener une stratégie qui consiste à le contacter d'abord pour avoir son consentement pour l'inviter. La réglementation RGPD, c'est important dans cette démarche que tu as? Oui, mais, complètement. Parce Sinon, rien n'est possible. Ah ben, tout à fait, c'est pour ça que je dirais aujourd'hui, c'est un vaste sujet. Bon, c'est un vaste sujet, mais quand je fais un retour arrière pour voir ce qui s'est passé en 2 ans, ça fait combien maintenant? C'était en mai 2018, je crois, donc ça fait 2... Enfin, Qu'est-ce qui est arrivé en mai 2018? Le RGPD. À peu près, c'est ça. À peu près, oui. Bon. C'était oui, il y a 2 ans. Bon, soyons, je dirais, honnêtes avec nous-mêmes. Quand on regarde, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais c'est encore, tout ça est encore en construction. Du ciment. Voilà. Ibrahim B, est-ce que ces données peuvent être utilisées pour créer des campagnes de pub en ligne, Facebook, Ads, Le Bon Coin, Ads, etc., etc. Oui, mais ce n'est pas moi qui le ferai. D'accord. Je donne les moyens au groupe d'avoir la data, donc je m'occupe de constituer la data, de la segmenter, puisque là, les segments, je fabrique les segments, et puis donc les segmentations, et après il mène sa campagne avec les outils qu'il aura envie d'utiliser. Pauline qui pose une question existentielle en effet. Pourquoi persiste-t-on à croire et faire croire que la fidélisation des clients passe par des stratégies marketing et non pas en se recentrant sur son cœur de métier pour faire revenir les clients en concession? C'est une question, effectivement, je ne sais pas si elle est existentielle, mais elle donne la réponse dans la question, Pauline, parce que pour faire revenir les clients en concession, il faut bien que je fasse quelque chose. Donc, on appelle ça du marketing ou pas du marketing, mais je comprends ce qu'elle elle dit, et c'est pour ça que j'employais tout à l'heure l'expression on sait, quand on est un commerçant, qu'un client reconnu est un client reconnaissant. Donc la fidélisation en défini des clients, ça ne doit pas être un sujet marketing, c'est pas un algorithme marketing, c'est humain, c'est humain. Donc il faut arriver à recréer du lien et de la relation avec son client. Il faut juste, en amont, que le collaborateur sache que c'est un client fidèle. Si je me mets à la place d'un marketeur, on appelle ça le poids client. Qu'est-ce que pèse tel client dans mon entreprise ? Alors pas par rapport à son poids physique, mais savoir s'il en est à son premier, deuxième, troisième véhicule qu'il achète consécutivement chez moi. Et où dans l'activité d'entreprise? C'était une question que je ne t'avais pas posée précisément. Tu interviens sur toutes les activités, VN, VO, après-vente, financement. Oui, toutes les activités où tu nettoies, entre guillemets, la donnée, tu peux intervenir. Oui, après, ce que l'on fait dans la data visualisation, c'est que typiquement, je donne avec une pyramide des âges, on le voit à l'écran, là, âge et genre, parce que les patrons m'ont dit, moi j'aimerais bien savoir combien j'ai d'hommes et de femmes. Il me dit c'est tout bête, mais je sais aujourd'hui qu'on ne parle pas quand même de la même façon au niveau de la prévente, voire d'un véhicule, de la même manière à une femme que l'on parle à un homme. Donc il avait envie de voir un peu la pyramide des âges, et notamment avec l'électrification, tout est en train de changer. Quand nous avons fait cette analyse là et que l'on fait maintenant pour pas mal de clients, qu'est-ce que l'on se rend compte? C'est que on fait cette analyse-là, mais en disant attention, à condition que j'ai l'information, parce que donc on commence par donner sur 300 000 clients, si je n'ai que 30% de date de naissance, donc la data visualisation ne porte que sur 30%. D'accord. Et c'est pareil sur la qualité des données. Donc dans la qualité des données, je prends le téléphone, je prends le mail, je prends les adresses et ainsi de suite, mais je mets toujours un rapport du nombre, du pourcentage en définitive d'informations que j'ai. Oui. Par contre, sur toutes les transactions, tout ce qui est transaction, que ce soit de vente de véhicules neufs, de vente de véhicules occasion ou alors de prestations atelier, là je sais que j'ai 100% de la data. D'accord. Et quand je détermine donc la fidélité, eh bien là je m'appuie sur 100% de data. Quand je parle de nouveaux clients ou de clients perdus, je m'appuie sur 100% de la data. Quand je dis au distributeur que je l'informe sur le nombre de clients qui ont, dont le propriétaire, enfin lecture SIV
des immatriculations, je lui dis voilà quel est le nombre de véhicules qui ont changé de propriétaire, là je suis juste à 100%. J'ai une question, mais en fait, tu as déjà répondu, Ahmed H. Aujourd'hui, les concessionnaires ont des DMS et CRM différents. On en avait parlé tout à l'heure. Comment votre solution va-t-elle se connecter à tous ces systèmes? C'est l'aspiration dont on a parlé. C'est l'aspiration, c'est, je dirais, le partenariat, c'est ce qui nous a demandé le plus de temps, qui a coûté le plus cher, mais qui aujourd'hui est prouvé, parce que de toute façon, je n'ai fait que faire descendre à l'échelle de la distribution automobile une technique qui est bien connue et bien rodée dans l'univers du big data pour les très grosses entreprises internationales donc qui savent faire ça merveilleusement, mais bon, il fallait accepter que ce groupe qui est présent mondialement crée une BU chez lui dédiée à l'automobile et se mette derrière SelectUp pour accompagner ça. C'était le préalable parce que moi-même, quand j'ai essayé il y a 3 ans de le faire tout seul, je me suis pris les pieds dans le tapis pour être précis. Christophe, on va conclure. Je vois que tu innoves toujours et c'est un plaisir de découvrir tes innovations. Je voudrais simplement dire aux internautes, les remercier d'être connectés, d'avoir suivi ce webinaire. Un replay sera disponible ou sur Webikeo ou sur autoinfo.fr prochainement et on se retrouvera pour de nouveaux webinaires ou des événements Auto-Info, le prochain étant Connect Distribution à La Baule, les 5 et 6 novembre. Christophe, une conclusion sur la situation actuelle, sur cette solution Une conclusion rapide, c'est SelectUp est créé en 2000, donc on est en 2020, la société a 20 ans, le temps passe. Et aujourd'hui, nous avons décidé, même si ça a été décidé il y a 3 ans de ça, de faire prendre un nouveau virage à la société SelectUp sur justement la data, l'analyse de la data. Notre objectif, c'est vraiment de continuer à accompagner la distribution automobile sur une solution qui, pour une fois, est transverse. Elle n'est pas attachée aux marques, aux constructeurs. Donc, c'est vraiment, là, on est en train de parler au cœur des entreprises. Et on espère et on va tout faire, justement, pour permettre à la profession de les accompagner dans cette mutation que je parlais tout à l'heure, industrielle, qui va être une période très intéressante, très riche, mais aussi très perturbante. Merci Christophe et à bientôt. Bon retour à Bordeaux, sauvé du couvre-feu apparemment depuis hier soir. Merci, à bientôt. Merci.